Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 2 présumés braqueurs ont été abattus ce mercredi par la police au Petit Four, non loin du Champ de Mars. Ils venaient de dépouiller plusieurs passants selon des témoins. Une frange de l'opposition politique rejette d'un revers de main l'appel au dialogue lancé par l'exécutif. Selon le leader de Petite Dessaline, la résolution de la crise actuelle doit nécessairement passer par le départ du président Jovenel Moïse. L'actuel directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, a fait preuve d'un manque de leadership, selon l'expert en questions de sécurité, Richard Lumarque. Des agents de la police nationale d'Haïti ont abattu ce mercredi en milieu de journée 2 présumés bandits qui rançonnaient la population à Petit Four, non loin du Champ de Mars. Selon des témoins, ces présumés bandits, dont l'un était en possession d'une arme à feu, tentaient de fuir. Ils ont été stoppés par des policiers qui se trouvaient dans les parages. L'aile dure de l'opposition rejette toute idée de dialoguer avec l'exécutif. La résolution de la crise actuelle passe par le départ de Jovenel Moïse, affirme le leader de Petite Dessaline. Moïse Jean-Charles affirme que l'entente qui a été trouvée entre plusieurs entités de l'opposition doit précipiter la chute du pouvoir en place. Toutefois, cette entente ne durera que le temps de la mobilisation, à en croire l'ancien sénateur qui a rencontré la presse ce mercredi. Petite Dessaline dit à toute force, Guillaume payant le relais Jovenel Moïse. Qui a quoi nous parlons avec un Guillaume? Nous croyons aujourd'hui, nous pas dans dialogue, ni avec le pape, ni avec Monseigneur. Il faut payer en connaît, mobilisation pour continuer. Politique, c'est comme ça lié peuple haïtien. Li gen haut, li gen bas. Et nous venons annoncer payant, nous venons en accord avec différentes structures politiques pour nous continuer à demander par Jovenel Moïse. En même temps, pour nous continuer à prôner une nouvelle alternative pour Haïti. Après le départ de Jovenel Moïse, et nous venons dire payant tout, depuis les drapeaux à monter dans nos pays, depuis là nous empêchons Jovenel Moïse d'aller vers Tielan, pas de Jovenel Moïse encore peuple haïtien. Qui donc, pays à mettre à attendre, toute grosse mobilisation qui vient sur eux, c'est le bagaille, nous ne pas prêcher violence nous-mêmes. Nous avons des gens qui disent, drapeau na rouge depuis le monté, conseil de bagaille qui passe dans le pays, drapeau pas rien pour avec bagaille ça. Drapeau noir et rouge là, c'est les nos citadelles dans nos pays. Drapeau noir et rouge là, c'est les nos palais sans souci. Drapeau noir et rouge là, c'est les nos palais petite rivière de la Tibonite. Drapeau bleu et rouge là, li seulement banou, lycée Pétion avec Pétionville. Après ça va banou encore avec corruption. Et ça que nous besoin finir avec même dans le pays. Nous avons avec nous ce soir M. Clarence Renoir, président du parti politique UNIR, qui va nous donner sa lecture des événements de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Bonsoir M. Renoir. Bonsoir M. Clan, vous allez bien? Ça va, merci. Très bien. Monsieur Renoir, vous êtes un homme politique, bien entendu. Vous avez été un excellent journaliste, je crois même dans cette maison. Aujourd'hui, c'est plus à l'observateur de la vie politique que j'aimerais m'adresser. J'aimerais que vous nous disiez comment vous avez vécu, quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé, disons, à partir du 17 octobre et en passant par le 18 novembre et les mots de grève, les appels à la violence, etc., etc. Alors, j'aime bien dans cette partie de la phrase, tu parles du vécu. Effectivement, j'ai vécu des événements qui sont semblables à ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le pays. Et de mon expérience de journaliste, j'allais dire presque c'est du déjà vu. On en a connu peut-être pire que ça. Mais
le pire dans tout ça, quand même, c'est la répétition. Et ça, on a l'impression que le pays ne bouge pas, qu'on répète les mêmes... qu'on fait du surplace, ou bien on fait marche arrière, on pourrait considérer ça aussi. Donc j'ai vécu ça d'un lieu d'hommes politiques aujourd'hui qui est un peu impliqué dans les discussions, dans les pourparlers, dans les rencontres politiques pour essayer de trouver une issue à la crise, mais aussi en tant qu'observateur, journaliste qui a vécu ces événements, qui en a fait... j'ai fait des sujets sur ces événements, des commentaires en tant que journaliste. Et je peux vous dire qu'en tant qu'observateur, c'est avec douleur qu'on vit tout ça. On vit tout ça avec douleur, de voir son pays s'embourber dans des crises interminables, des crises à répétition. Et on se demande, est-ce que c'est nous les Haïtiens qui nous n'avançons pas, ou c'est les crises qui nous tiennent en otage? Mais nous sommes auteurs aussi de ces crises. Nous sommes le produit d'une situation qui n'a pas beaucoup changé et que nous répétons aussi avec ce que vous avez connu comme événement, soit les appels à la violence ou bien la violence qui s'est exercée ces derniers temps, mais aussi avec l'incapacité constatée déjà dans le passé. En 2004, c'était pareil, l'incapacité des Haïtiens à se mettre ensemble pour discuter d'une crise qui est en fait, c'est une manifestation normale de la démocratie, que la démocratie soit en crise, qu'il y a des remises en question de choses, mais ce sont des hommes et des femmes qui résolvent les crises. Donc il faut s'asseoir ensemble pour le faire. Donc il y a quelque part ce constat d'incapacité, d'impuissance à agir sur les événements. Bon, vous rejoignez là l'appel du Premier ministre Séan lors de son interview avec Wendell Théodore il y a 2 ou 3 jours de cela. J'aimerais qu'on revienne très rapidement, un petit peu en arrière, mais vraiment très rapidement. Le 17 octobre, des dizaines de milliers de gens ont gagné les rues. C'est une des manifestations les plus énormes, sauf peut-être celles qui ont précédé les départs de M. Aristide. Et l'opposition s'est immédiatement accaparée de ces dizaines de milliers de gens et ont clamé haut et fort que l'immense majorité des gens réclamaient le départ immédiat et sans condition du président de la République. Bon. Arrive le 18 novembre. L'opposition dite démocratique et populaire appelle seule à manifester. Tous les autres partis se retirent, les laissent manifester seuls. Et qu'est-ce qu'on constate? Au mieux, quelques milliers de gens dans les rues. Je crois me rappeler d'ailleurs, là je pointe le doigt vers vous, je crois me rappeler d'ailleurs qu'au départ, vous étiez vous aussi partisan du départ immédiat et sans condition du président Moïse. Quelle est votre position actuelle? Alors, vu comme ça, c'est peut-être facile à dire, quelques milliers de personnes ou une partie de l'opposition, etc. Parce qu'il y a une vraie crise, M. Clan. Il y a une vraie crise qu'il faut considérer dans sa dimension plurielle. La crise pétro-caribée, c'est évident. Je crois que 100% de la population est en faveur d'un procès clair et qui aboutisse, surtout. Absolument. Voilà. Donc il y a ça comme crise. Oui. Donc au-delà de pétro-caribée, c'est la crise de la corruption qui se perpétue dans ce pays. Il n'y a pas que pétro-caribée. Et impunité. Impunité, voilà, Oui. et justice. Donc, il y a ce problème qu'il faut aussi considérer. Et associé à cela, il y a aussi une vraie crise politique qui, quand on regarde ce gouvernement, qui, après la crise de juillet, a procédé à un changement de gouvernement, un nouveau Premier ministre avec justement M. Jean-Henri Séan, et qui a formé un gouvernement qui devrait peut-être apporter un souffle nouveau au président de la République pour écarter cette pression sociale qui est là, qui est évidente. Il y a une crise d'emploi dans ce pays, il y a une crise économique énorme, il y a une frustration ou des frustrations dans ce pays. Malheureusement, la formation de ce gouvernement n'a pas apporté les solutions attendues et qui étaient des solutions aussi espérées par ceux-là qui étaient dans les rues les 6 et 7, 8 juillet. N'a pas apporté ou n'a pas encore apporté? Écoutez, si on s'arrête ici, on peut dire n'a pas apporté. Parce qu'on en est aujourd'hui au point de se demander s'il faut former un autre gouvernement. Mais là, c'est l'expression d'une crise dont la solution n'a pas été apportée forcément avec l'équipe gouvernementale qui entoure M. Séan. Donc, on est en train de discuter aujourd'hui de ça. Donc, je crois qu'il y a une crise plurielle qu'il faut prendre dans sa dimension profonde aussi. Il y a une crise de société en général. Une crise de société où les élections sont souvent contestées dans ce pays. Un président n'arrive pas à faire son temps, toujours contesté. Voilà. Un président n'arrive jamais à faire son mandat. Donc, il y a toutes ces difficultés, à mon avis, à résoudre. Effectivement,
Je fais partie d'un groupe de formation politique qui s'était réuni pour étudier la crise. Pour dire, mais écoutez, si le président n'est pas capable de résoudre cette crise, mais s'il doit partir pour éviter un bain de sang, et là, il faut évoquer ce qu'il ne faut pas évoquer. Jean-Claude Duvalier avait décidé de partir en 86 pour, dit-il, éviter un bain de sang. Donc il faut éviter à la République cette démonstration de violence de personnes brûlées, de maisons incendiées, etc., pour porter les gens à négocier, à discuter, donc à dialoguer. Le fameux dialogue national. En réalité, notre proposition, la mienne, celle du Parti Unir, c'est mettre les Haïtiens ensemble pour discuter avec le président Jovenel Moïse. Si au bout du compte de cette discussion, il se rend compte qu'il ne peut pas rester lui-même au pouvoir, il pourra partir dans une discussion, dans un dialogue et aussi dans des conditions négociées et pacifiques. Mais nous ne sommes pas partisans de la violence, de l'extrême position qui dit qu'il faut partir tout de suite et sans condition. Je ne pense pas que ça se règle comme ça. On a fait ces erreurs dans le passé dans le pays. En 2004, c'était pareil. Donc on ne peut pas répéter les mêmes erreurs. À notre sens, à Unir, nous voulons que le dialogue soit la voie nous permettant de trouver une solution à la crise que nous sommes en train de connaître. Mais vous reconnaîtrez aussi qu'il y a certains bien groupements radicaux qui se tiennent mordicus, rien ne bougera tant que... Est-ce que vous croyez sincèrement que cet appel au dialogue national que le Premier ministre a suggéré et que vous semblez approuver, et c'est normal, c'est la logique même qui veut cela, est-ce que vous pensez qu'on peut sérieusement s'asseoir autour d'une table avec les maîtres André Michel ou les Moïse Jean-Charles qui ne cessent de répéter et de marteler que rien ne se fera, le pays restera bloqué, etc., tant que Jovenel Moïse... Écoutez, tout ça, ce sont les manifestations de la grande difficulté de mettre en place l'état de droit en Haïti. L'état de droit a ses exigences. Il y a des élections qui déterminent qui dirige et qui ne dirige pas. Donc qui est au pouvoir et qui est dans l'opposition. Et il y a aussi, dans la Constitution, les procédures à suivre pour destituer un président. Donc, on est dans cette difficulté-là. Et il faut prendre cette difficulté dans la dimension post-86. Pour comprendre ce qui se passe. C'est qu'en 86, Duvalier est parti, il y a la démocratie, dit-on, qui arrive entre guillemets, mais on n'était pas prêt. Il n'y avait pas de préparation. La bamboche démocratique. Voilà, donc on est là aujourd'hui. Je crois qu'il nous faut, pour mettre un terme à cette transition, porter les acteurs politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, qui sont arrivés au pouvoir par des élections. Enfin, on peut toujours dire que les élections sont contestées, elles sont frauduleuses, mais des élections quand même. Et ceux de l'opposition pour comprendre qu'un état de droit est bâti sur des règles et qu'il faut respecter. Parce que personne ne peut aujourd'hui donner la garantie qu'en faisant sortir quelqu'un qui était élu, qu'on aura la paix après et que celui qui le remplacera pourra aller au bout de son mandat. Donc on peut retomber dans un cercle vicieux. D'ailleurs, ce n'est pas ce que l'histoire récente nous apprend. L'histoire récente nous apprend que justement, ce que nous sommes en train de proposer là peut déboucher sur n'importe quoi. Et donc il faut éviter ça. Donc je reviens à mon mot. C'est le dialogue. Mais un dialogue, monsieur Clan, sincère et franc, et dans lequel il ne faut pas poser uniquement le problème de partage de pouvoir, comme quoi il faut changer ce gouvernement, et ça, c'est fini. Non. Il faut vraiment adresser les problèmes de fond de cette société, de trop d'exclusion de cette société, de trop par exemple, les gangs, par exemple, qui prolifèrent dans ce pays. Et quand on sait, quand on répète, quand l'Église catholique nous dit que ces gangs sont sponsorisés par le secteur privé, mais aussi par le secteur public. Quand des sénateurs de la République viennent dans les médias nous dire que les gangs sont supportés aussi par d'autres parlementaires, donc on est dans une situation extrêmement grave. Quand cette parole vient de la bouche même du président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, vous comprenez, de l'Assemblée nationale, ça c'est très grave, bien sûr. Donc c'est une crise très, très sérieuse et très profonde. Tout à fait. Et moi, toute légèreté, à mon sens, toute légèreté dans le traitement de cette crise actuelle que nous vivons, que ce soit de la part du président de la République qui peut vouloir s'accrocher, entre guillemets, légitimement au pouvoir, ou d'une opposition qui voudrait à tout coup, à tout prix, le sortir, il ne faut pas prendre à la légère ce qui nous menace aujourd'hui. C'est encore peut-être une intervention étrangère. Alors, nous, à Unir, nous insistons sur la nécessité qu'ensemble, entre nous, nous puissions nous asseoir et
trouver une solution haïtienne à cette crise, qui est une crise haïtienne, haïtiano-haïtienne. Donc, si je vous ai bien compris, vous estimez que le meilleur scénario de sortie de crise, peut-être même le seul qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est ce fameux dialogue national qui inclurait toutes les strates de la société, les civils. Et aussi les forces politiques. Et bien entendu, les forces politiques, celles en tout cas qui sont constituées et représentées. Alors, bon, Méné Koulevla l'école Séoun fait le chita, c'était. Voilà. Voilà. Évidemment. Un petit rappel très rapide. Quand vous êtes arrivé, vous avez évoqué, avec M. Richard Widmayer, notre directeur général, la date du 28 novembre 1980. Ouais. Pouvez-vous, pour les plus jeunes d'entre nous, rappeler ce qui s'est passé le 28 novembre 1980 ? Pour les plus jeunes et pour les plus âgés qui n'étaient pas forcément dans le pays aussi. Aussi, bien sûr. Non mais, ce sont des souvenirs que j'ai partagés avec Richard Widmayer, qui était... à l'époque, je crois, tout jeune directeur de cette station, de la radio, pas là encore la télévision. Ouais. Et je n'avais même pas encore commencé moi-même comme journaliste, j'étais encore à l'école à cette époque, mais j'ai vécu ces événements-là en tant qu'Haïtien, en tant que jeune qui regardait. Et il y avait une période de détente démocratique où Jean-Claude Duvalier avait laissé la presse indépendante et professionnelle s'exprimer dans une certaine liberté de ton, d'éditoriaux qui se passaient dans les radios, Radio Haïti Inter, Radio Métropole à l'époque, Radio Lumière et les autres. Et brusquement, coup d'arrêt à cette expérience de la liberté de la presse, la liberté d'expression, le coup du 28 novembre 1980, le départ en exil de journalistes, dont ceux qui dirigeaient... Non, mais le coup du 28 novembre, c'est quoi? C'est un décret présidentiel qui met fin à la liberté de la presse. C'est des mesures arbitraires d'un président à vie qui dit, écoutez, ça suffit. D'ailleurs, l'expression, à cette époque-là, qui était l'expression officielle, balle la fini. Donc c'est comme il y avait un bal démocratique, une embellie, une petite ouverture démocratique, et ça s'est retombé, c'est refermé. Le rideau s'est refermé sur les journalistes, les directeurs de médias qui sont forcés de partir en exil. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, sont exacts, l'année d'avant, en 79 je crois, il y avait déjà un coup porté aux artistes haïtiens. Il y avait du théâtre, etc., où les gens s'exprimaient par le théâtre contre la dictature. Et aussi, il y avait beaucoup d'arrestations dans ce secteur. Donc, alors, justement, ce qui est curieux et déprimant, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une période qui n'est pas du tout la même, parce qu'on est en démocratie, mais on est à l'antipode de ce qui devrait être une démocratie maîtrisée, je dirais, où la parole serait maîtrisée, mesurée, parce que en démocratie aussi, la parole, elle est libre, c'est vrai, mais il y a des limites. Et aujourd'hui, nous avons, comparativement à 1986, nous avons une cinquantaine de stations de radio à Port-au-Prince, rien qu'à Port-au-Prince. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait 6 ou 7 stations de radio en FM qui étaient autorisées à fonctionner à Port-au-Prince et sur l'ensemble du pays, parce qu'à l'époque aussi, ils émettaient en FM. Donc, nous voici sortis d'une période de dictature où la dictature avait donné une petite ouverture d'expression, de la liberté de l'expression et de la parole, et aujourd'hui a une liberté totale qui est sans contrôle, et qui crée une cacophonie, et ceci, vous savez, j'hésite un peu à le dire, ça n'aide pas forcément la démocratie. Parce qu'il y a une confusion de la parole aujourd'hui, où tout se dit à la radio, tout s'exprime à la radio, et encore, faut-il considérer les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui sont aussi puissants, et même plus puissants parfois que les médias traditionnels. On est passé, hélas, de la liberté à la licence. Tout à fait. Et l'autre a parlé de bamboche démocratique. Ça, c'était Henri Nanfi. Henri Nanfi. Oui. Bon, ben écoutez, Monsieur Renoir, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous, nous faire part de votre lecture, de ce qui s'est passé ces derniers temps. J'avoue, Monsieur Klein, que opiner sur tout ça, être partie prenante, que ce soit dans le journalisme, aujourd'hui dans la politique, c'est quelque chose qu'on vit avec beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas non plus optimiste sur l'avenir immédiat ou l'avenir à long terme. Et je le serais si j'avais pu remarquer, identifier, ressenti cette volonté agressive, je dirais, de la part de nous tous,
de nous réconcilier, de nous mettre ensemble, de nous unir pour faire quelque chose pour sauver ce pays d'une catastrophe qui est à nos portes. Est-ce que vous ne pensez pas, et ce sera vraiment la toute dernière phrase, est-ce que vous ne pensez pas que les mesures qui ont été engagées par le gouvernement actuel, avec en particulier la déclaration de Maître Séan ici à Métropole, disant que dans les jours qui viennent, l'État haïtien va porter plainte à travers le directeur de la DGI, est-ce que vous ne pensez pas qu'à partir du moment où, disons, l'ensemble de la population se rendra compte qu'il y a des pas importants qui sont franchis vers le procès Petro-Caribé. Et si nous avons de la chance, imaginons même qu'il y ait une ou deux arrestations importantes, est-ce que vous ne pensez pas que cela serait susceptible d'apporter un calme rapide à la situation? Ceci aurait dû être déjà fait. Depuis longtemps, nous sommes d'accord. Oui. Voilà, c'est ça ma réponse. On aurait dû déjà être là. Il ne fallait pas attendre la population dans les rues pour réclamer justice. C'est un exercice normal de reddition de comptes, de transparence dans la gestion de la chose publique. Il nous faut absolument faire ces pas-là, et je veux croire que le Premier ministre Jean-Henri Séan est sincère dans ce qu'il dit, et il doit donner la preuve tout de suite, sinon je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Vous avez raison de dire, il doit le faire tout de suite. Absolument. Monsieur Renoir, merci infiniment d'être passé nous voir, et à très bientôt. À bientôt. J'espère. Voilà, c'était Monsieur Clarence Renoir, président du parti UNIR, qui était venu ici à Métropole aujourd'hui nous donner son sentiment et sa lecture de la situation et des événements de ces derniers jours. Un agent de la police parlementaire, André Cite Cadette, attaché au service du député de Marigot, Deus Desronette, a été appréhendé ce mercredi par la police de Pétionville. L'individu arrêté avait en sa possession un pistolet de calibre 9 mm appartenant à la police nationale qui avait été volé par des bandits armés. Des informations recueillies auprès de sources policières laissent croire que cette arrestation va permettre le démantèlement d'un réseau de malfaiteurs opérant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'expert en question de sécurité, Richard Lumarque, déplore le manque de leadership dont fait preuve l'actuel directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon. L'ancien membre de la police de Miami regrette le manque de réactivité des forces de l'ordre, même s'il juge satisfaisante leur action la semaine dernière pendant les émeutes. Bon, il n'y a aucun respect pour les forces de l'ordre, pour la loi, et ça vient à partir du leadership de la police. Étant donné qu'il n'y a aucun respect pour les forces de l'ordre, il vit une situation anarchique que tout le monde a fait ça. C'est immédiatement, les bons actes comme ça qui fait, c'est pour répondre à la police immédiat. Ou pas qu'attendre, ou pas qu'à dire enquête prend radio, fait belle parole en pile, contre ceux, contre ceux-là. C'est pas ça la police a besoin d'entendre. C'est ou une équipe qui est solide assez, ou bien M. Bordio, ou bien M. Udmo, ou bien M. Simo, ou bien soit, ou bien tout le monde ça. C'est une zone jusqu'à ce que vous voyez le monde qui est coupable. Immédiatement, pas une semaine après, 2 semaines après. C'est comme ça, on a une réponse immédiate, et puis pour nous penser, pour comprendre, l'attaque en policier, c'est toute une institution attaquée. Ce n'est pas un grand policier. Il y a beaucoup de policiers qui sont vraiment compétents en Haïti. Ils ont le vouloir, la capacité et de want to faire travail. Ils n'ont juste pas un support leadership qui a backup pour quitter et faire le job. Ils ont une capacité, ils ont un entraînement et ils veulent faire le lot. Dès qu'ils ont confiance dans la population marche avant. Je crois que les gens ont besoin d'ordre, ils ont besoin de la paix. Ils ne peuvent pas vivre dans le chaos tout le temps. Mais c'est pour montrer qu'on travaille pour eux, qu'on travaille avec eux, pour adresser quels sont les problèmes. Que sont banquiers, que sont policiers, sont un système de 5 steps, 5 étapes, bien simple. Et premier, on identifie le problème. Dans le cas de la salimatisation, on identifie le problème que un groupe gang armé qui a marché tirer sur innocent, qui a tiré sur eux-mêmes, qui a tué les gens. Ça, c'est l'identification du problème. Quand on analyse le problème, analyse le problème, c'est qui répercussion ça a gagné pour la société. Ou une petite machine qui n'a pas qu'à travailler, et personne n'a pas qu'à brasser dans la rue, personne n'a pas qu'à faire cob, tout le monde n'a pas qu'à l'école, il y a mon innocent qui a perdu vie. Et puis, quand on y a, troisième étape, c'est pour finir identifier ou analyser, quand on commence à prendre information. Information qui est responsable, côté des amis sortis, qui est qui va aux arbres, et puis on va créer, à partir de toute l'information qu'on reçoit, que c'est dans le marché, que c'est dans la police, que c'est dans l'intelligence, on crée un plan d'action. Okay, plan d'action qu'on a comme on va l'adresser. Elle se parle, première partie, c'est bloquer les armes de rentrer.
on parle deuxième partie, on parle par exemple qui déjà sur les lieux. Troisième partie, pour renforcer zone avec policiers pour que la population activité pour activité gens supposé prendre là. Et puis dernière étape c'est ça les follow-up. Ça veut dire c'est pas ni rentrer craser briser jodi et puis tout policier retourner dans base et puis on semaine après même problème de recommencer. Faut qu'on follow-up qui fait faut qu'on suivi que toujours une présence là qui fait suivi comme va dire courant information un nouveau bandit qui a séparé tête li pour courir de ces problèmes ça. L'ex-directeur général de la PNH, qui est actuellement détenu à la prison civile de Saint-Marc, est malade. L'annonce en a été faite par les avocats de Godson Aurelius. Ses défenseurs dénoncent le comportement du juge d'instruction du tribunal de première instance de Saint-Marc, Luméran Dieunel. Selon maître Eugène Pierre-Louis et Lamour Joseph Claudel, le magistrat refuse de statuer sur une demande de remise en liberté. Alors, le 26, 23, 26. Eh bien, ce qui dit que faut son régime santé spécial, qu'il faut mettre sous contrôle médical, parce que la tension varie trop souvent. Non seulement il vient faire hypoglycémie. Hypoglycémie, c'est ce sucre-là qui vient très bas. Donc, laisse arriver, c'est comme si le stress fait pas alimenter tête, etc. Régime commence à baisser, il n'a pas assez de consistance dans le corps, il n'a pas alimenter suffisamment. Donc, même au niveau de vue nutritionnel, il demande un régime spécial. Donc, monsieur est vraiment dans une situation. Il n'est pas un monde qui est malade, il n'a pas qu'à lever tête, mais c'est un monde qui n'est pas bon. OK? Et son monde, il fait crise de tension plusieurs fois pendant la prison. Mais est-ce que il a accès à soins de santé à des médecins spéciaux? Bon, il a accès pour côté lié seulement à médecins qui est attaché et à prison. Nous ça limite ça gagne. Il se compte un médecin dans toute prison dans le monde. Bon, en Haïti surtout dans le contexte les médecins prison, c'est à ça seulement qu'il doit. Pour mon cas, un médecin en consultation médicale en Haïti, il y a des efforts pour le faire personnel, pour avoir un soin médical. Nous sommes que moi-même ça fait mal en pile. Nous sommes que il y a un ancien ministre santé, d'accord, ancien président Croix-Rouge, les font accident, nous comment mourir pour faire santé. Je pas besoin de monde qui est en prison. Lorsqu'on demande devant la justice son service public, il gagne pour ou bien pour agréer demande là ou bien pour rejeter demande là. C'est pas un faveur de la justice, ça veut dire son droit comme gagne. Comme juge là, lui-même il est là pour appliquer la loi. Nous-mêmes, ça nous dénoncer comme M. Hendedil, c'est refus juge là pour appliquer la loi. Ou relève comme témoin, ou tendez comme témoin, j'ai trois obligations pour me comparaître, obligation pour me prêter serment, obligation pour me déposer. Par la suite, même côté là, où tout dit, l'oreille comme témoin, je ne pas gagner pour moi dossier. Seulement pour témoin ses yeux et oreilles la justice. Ou même côté où tout enveloppé dans l'accusation, la loi dit pas qu'à faire ça. La loi dit pas qu'à faire ça. Ça c'est une première violation et qui laisse ça non seulement juge là exposé à des recours contre lui-même, l'engager responsabilité personnelle li. Maintenant l'aime font demande devant comme doyen, moi m'estimer que arrestation est illégale, mando pour prononcer ou pas prononcer, laisse ça ou font déni de justice, la loi bam possibilité pour faire de recours contre nous-mêmes et laisse ça engager responsabilité personnelle et c'est dans ça nous non seulement n'a cherché pour nous joindre libération DGA, mais n'a poursuivre tout le monde qui viole les droits tout puisque jodi avec le droit DGA, demain matin la veut le droit l'autre monde tout. Les autorités douanières haïtiennes réitèrent leur détermination à lutter contre la contrebande, principalement dans la région frontalière. Le directeur juridique de l'administration générale des douanes, Robert Massé, révèle que plus d'une centaine d'armes à feu de tout calibre ont été saisies au cours de cette année dans les postes frontaliers. Des dizaines de milliers de munitions, des drogues et des montants injustifiés ont été saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Les confiscations sont réalisées quotidiennement, assure-t-il, faisant valoir que l'efficacité de la douane nuit aux trafiquants. Les opérations sont réalisées en collaboration avec la Police nationale d'Haïti, la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, l'unité de lutte contre la corruption, le ministère de la Justice et la direction centrale de la police judiciaire. La douane saisit les armes presque chaque jour, que ce soit dans l'aéroport, que ce soit dans le port, que ce soit sous frontière. Et nous ne saisissons pas les armes seulement, nous saisissons l'argent
qui n'a pas de justification légale, parce que la loi permet de nous faire ça, et nous saisir drogue tout. Donc c'est pour montrer à qui point que notre cadre de fonction de protection nous préoccupons par genre de bail ça. Pour année ça seulement, nous saisissons plus de 100 armes de tout calibre, de plusieurs centaines d'armes à feu de tout calibre et des dizaines de milliers de munitions pour les armes ça. Il faut me dire que dans le cadre de travail de protection, ça, la douane va travailler pour contre lui. Il travaille avec DCPJ, il travaille avec BLTS, il travaille avec BAFOS, il travaille avec ULCC, il travaille avec le ministère de la Justice, surtout pour ce qui a trait à poursuite contrevenants. Et très souvent, lors de ces examens, lors de DCPJ, la DCPJ tout fait arrestation. Mais dans la plupart des cas, DCPJ tout est intervenu pour gérer les questions d'armes à feu, parce que la douane même n'est pas spécialisée dans les questions d'armes à feu, c'est la police, et c'est des bails qui sont faits en collaboration avec la police. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.